Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau vidéogramme. Oui, je suis né en 1905. Ce soir, on a encore du très lourd et des histoires très différentes les unes des autres. C'est très varié et comme d'habitude, il y a du meurtre, il y a du gore, il y a du retournement de situation. Donc, accrochez bien vos slibards et vos strings. Comme d'habitude, petit disclaimer, les histoires dont nous allons parler vont parfois assez loin, surtout la toute dernière qui va potentiellement choquer tout le monde. Et si tu viens de nous rejoindre, bienvenue à toi dans notre petite famille qui s'agrandit de jour en jour. Et sans plus attendre, nous allons directement attaquer avec la première histoire, qui est très particulière et comme on en a rarement vu sur la chaîne. Tout commence le 6 mars 1946 dans une petite banlieue rurale du Brésil nommée Araçariguama. À ce moment-là de l'année, la grande majorité des habitants de ce petit village s'empressent de finir de préparer leur sac à dos qu'ils remplissent de vivres et de vêtements avant de se rendre dans l'une des grandes villes avoisinantes afin d'y fêter Carnaval. Vous aurez sûrement dû voir ou entendre parler du Carnaval de Rio où tout le monde est à fond, tout le monde danse et fait la fête. C'est pour cette ambiance et cette tradition que les habitants de ce petit village se déplacent, mais aussi pour manger de la bonne nourriture en grande quantité, puisqu'à leur retour, ils passeront au travers d'un rite religieux qui consiste à se priver de nourriture. Néanmoins, certaines personnes n'apprécient pas forcément le carnaval et c'est notamment le cas de Joao Prestes Filho. Joao était un fermier déjà père de 5 enfants qui déteste tout ce qui a trait au festival. Il est anxieux lorsqu'il est entouré de beaucoup de personnes, il n'aime pas la musique trop forte ni la danse, en gros tout ce que le carnaval est au Brésil. Du coup vous aurez compris que c'est pas trop sa came. Lui il préfère largement passer son temps libre à gambader dans la nature. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Lorsque tout le village se rend dans les villes les plus proches, Joao, accompagné de son meilleur ami, se met en selle sur son cheval et tous les deux traversent la rivière Tietê afin d'y pêcher du poisson-chat. Et ce, sans savoir qu'il venait probablement de faire la pire erreur de sa vie. Pour la suite de l'histoire, il faut comprendre que ce petit village n'a absolument aucune commodité. Genre, il n'y a rien de moderne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a vraiment que dalle. C'est vraiment un bout de terrain avec une centaine de personnes qui y vivent. Et pour en revenir à notre ami Joao, il a fini sa partie de pêche avec son pote et décide de rentrer chez lui puisque la nuit commence doucement à tomber. Et que certes, durant la journée, la jungle est apparemment très agréable à traverser, mais la nuit, les bestioles les plus féroces s'emparent du territoire et ça devient un endroit extrêmement dangereux. Il est à présent seul sur le chemin du retour en direction de sa maison. La nuit est déjà bien tombée et Joao commence à ne pas se sentir très bien. Il se sent épié. Pourtant, il a beau jeter des petits coups d'œil à droite à gauche aux alentours, il ne voit délibérément rien de très inquiétant. Il arrive alors devant une église qui n'est ni plus ni moins que le centre de son village et remarque que la fenêtre de sa maison est légèrement entrouverte. Mais encore une fois, il n'y a rien d'inquiétant puisque sa femme est partie avec le reste du village au carnaval. Elle a donc laissé une ouverture pour que Joao puisse se faufiler chez lui avant que la nuit ne tombe et qu'il puisse rester à la maison. Joao se sent de moins en moins serein et de plus en plus menacé par quelque chose ou quelqu'un qui semble rôder autour de lui. Lorsqu'il aperçoit alors la fenêtre ouverte, il fait partir au galop son cheval et sprinte les derniers mètres jusqu'à sa maison avant de littéralement se jeter au travers de l'ouverture et de fermer sa fenêtre. Une fois à l'intérieur, Joao s'attend naturellement à retrouver un sentiment de sécurité. Sauf qu'en fait, c'est encore pire qu'avant. À ce moment-là, Joao a plusieurs hypothèses en tête, dont celle du Boitata. Boitata est une légende locale qui raconte qu'un serpent gigantesque entrait la forêt et qu'il s'attaquerait aux villageois. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de photos d'illustration car c'est moi qui fais le montage de la vidéo et je suis absolument terrifié à la vue des serpents et du coup je vais être obligé de chercher des photos et vraiment genre je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais du coup imaginez-vous un grand serpent qui crache du feu et c'est la légende du Boitata. Alors que Joao essaie de comprendre d'où vient cette peur, qui est en plus ultra amplifiée par le fait qu'il fait quasiment nuit et qu'il y a presque personne dans le village donc il est tout seul, il sent pourtant une présence le regarder et le fixer par la fenêtre. Il se retourne alors doucement et là, devant lui, il y a une ombre gigantesque. Le déroulé des prochains événements et de ce qui se passe dans sa maison n'a jamais été dévoilé. Nous allons donc reprendre notre histoire quelques minutes plus tard, alors que Joao sort de sa maison
enroulé dans un plaid et pieds nus. Il erre dans les rues désertes et fantômes du village, se coupant la plante des pieds en marchant sur du verre pilé sans même s'en rendre compte. En fait, à ce moment-là, Joao a tout de même un objectif en tête qui est de se rendre chez sa sœur, où il a remarqué une lanterne allumée à travers la fenêtre et il espère donc que, tout comme lui, elle soit restée au village. Et heureusement pour lui, elle aussi n'apprécie pas énormément les fêtes de carnaval et a donc décidé de rester chez elle. À ce moment-là, Marie, la sœur de Joao, est en train de faire la vaisselle lorsqu'elle entend un bruit de grognement effroyable retentir dans la nuit. Elle s'approche alors de sa fenêtre pour comprendre l'origine du bruit et un frappement lourd se fait entendre sur sa porte. Elle voit alors son frère dans un piteux état, enroulé dans un plaid, les pieds en sang et le regard vide. Marie se demande même si c'est bien son frère au début et pas qu'elle le confonde avec quelqu'un d'autre tellement genre son état est catastrophique. Elle décide finalement d'ouvrir la porte et Joao s'effondre au sol. Essayant de ramper comme il peut jusqu'au salon, Marie tente désespérément de lui demander ce qui va pas, mais n'aura comme réponse que des cris de douleur et d'agonie. C'est une scène très étrange étant donné qu'à part ses pieds ensanglantés et son comportement, Joao ne semble montrer aucun signe de blessure grave sur le reste du corps. Marie se dit que le seul moyen de comprendre la situation est de calmer son frère et d'avoir une discussion avec lui. Elle se baisse alors pour se mettre à genoux et tenter de le maîtriser lorsque Joao se retourne et pour Marie c'est une vision d'horreur. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche est grande ouverte comme un screamer et il chuchote ces quelques mots: ça brûle, ça brûle. Ça brûle. Et elle décide donc de lui enlever le plaid qui l'entoure, de déchirer ses vêtements afin de trouver l'origine de sa brûlure, sauf que là, gros bad. Parce que le corps de Joao est absolument intact. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit qui pourrait expliquer son état actuel. Et vous allez voir que pour vous comme pour Marie, la situation ne va pas aller en s'améliorant puisque le mystère va soudainement davantage s'épaissir. Puisqu'à présent, c'est le visage de Joao qui commence à gonfler et prendre une couleur jaunâtre. Pour Marie, la situation devient complètement hors de contrôle. Elle décide donc de sortir de chez elle et de se rendre chez les seules autres personnes qui n'étaient pas parties au festival, le shérif et le docteur du village. Une fois arrivés devant leur porte, les deux hommes ne comprennent pas bien la situation ni le problème et se demandent même si c'est vraiment nécessaire d'intervenir, mais en voyant la détresse et l'affolement dans les yeux de Marie, ils s'habillent et se rendent finalement chez elle. En arrivant, l'état de Joe ne s'est pas amélioré et en fait, il s'est même empiré puisque des taches violettes ont commencé à apparaître un peu partout sur son corps. Néanmoins, notre ami s'est suffisamment calmé pour expliquer au docteur qu'il rentrait tranquillement chez lui lorsqu'il s'est senti suivi et qu'en arrivant dans sa maison, il s'est fait brûler. Le docteur lui demande donc qui vous a brûlé, ce à quoi Joao répond personne. Pendant ce temps, le shérif se rend chez Joao afin de comprendre l'origine de son état, mais en arrivant, la maison est complètement intacte. Il n'y a aucune trace de feu, ni d'effraction, tout est en ordre et il n'y a aucun objet qui semble avoir été volé. Bon les amis, on va retourner chez Marie puisque l'état de Joao s'est encore aggravé. Sa peau qui a gonflé a commencé à prendre des proportions horribles et d'ailleurs il y a même des gonflements sur son bras qui sont devenus tellement gros qu'ils ont tout simplement explosé, provoquant une blessure tellement profonde que Marie et le docteur peuvent maintenant apercevoir l'os de Joao à travers son bras. La situation devenant très critique, le docteur décide d'emmener Joao à l'hôpital le plus proche. Seul problème, non seulement la nuit est très dangereuse, mais en plus la route pour y accéder est très compliquée. Ce qui va causer une souffrance énorme pour Joao qui va du coup se retrouver couché dans le coffre avec le docteur et qui verra des morceaux de chair tomber petit à petit à chaque bosse ou nid de poule que prendra le 4x4 du shérif à travers la forêt. Ce qui provoquera aussi des hurlements glaçants de la part de notre ami. Une fois arrivé à l'hôpital, Joao est très rapidement mis dans une chambre à part, sauf que personne ne sait comment le soigner. Les docteurs lui donnent néanmoins énormément de sédatifs qui ne lui sauveront sûrement pas la vie, mais qui l'aideront au moins à moins souffrir. C'est vraiment une vision d'horreur que tout le monde a en voyant Joao, puisqu'il se décompose petit à petit, perdant régulièrement des lambeaux de peau et laissant sa mâchoire et ses dents à la vue de tous, après que ses joues soient tout simplement tombées. Personne n'a su quoi faire pour l'aider ni d'où venait cet étrange phénomène et malheureusement, Joao s'éteindra quelques heures plus tard
dans sa chambre d'hôpital. Encore aujourd'hui, aucune explication rationnelle n'a été dévoilée. Certaines théories avancent l'hypothèse surnaturelle du Boitata, mais d'autres personnes pensent plus rationnellement qu'il pourrait s'agir d'une exposition incroyablement élevée et puissante à des radiations, mais là après on va rentrer dans des hypothèses genre projet secret du gouvernement et tests nucléaires. En tout cas, Joao lui-même ne saura jamais ce qui lui coûtera la vie cette journée-là, et c'est sur cette horrible fin que se termine notre première histoire. Bon, déjà l'histoire elle est tout bonnement géniale. D'ailleurs dites-moi en commentaire vos théories, histoire qu'on regarde un peu si quelqu'un trouve une réponse à cette énigme. Moi je suis curieux de voir ce que vous en pensez. En attendant, je vous propose directement de passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire est probablement dans mon top des histoires les plus ouf que j'ai entendues de ma vie. En fait, clairement, si on me l'avait raconté et que je l'avais pas vu sur internet avec des preuves, pour moi ça aurait été impossible que j'y croie. Vous voyez cette lampe? Regardez-la bien, parce que absolument toute l'histoire est basée presque uniquement sur cette lampe. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Tout commence en 2004 avec Mitch. Au moment des faits, il finissait ses études à l'université de Louisiane où il rencontre une magnifique jeune femme nommée Kayla. Ça a vraiment été l'amour au premier regard pour lui, et après plusieurs mois de fréquentation, Mitch et Kayla finissent par se mettre en couple. Bravo champion. Les deux amoureux finissent leurs études et s'installent tout de suite ensemble. Et 2 ans plus tard, ils sont non seulement toujours ensemble, mais attendent en plus un heureux événement puisque Kayla est enceinte. À ce moment de l'histoire, la carrière de Mitch était vraiment en train de décoller et ils peuvent donc se permettre financièrement de vivre avec un seul salaire, permettant aussi à Kayla de rester à la maison durant sa grossesse et de se reposer. Quelques mois plus tard, Kayla accouche d'une petite fille et Mitch commence vraiment à gagner beaucoup d'argent, permettant même à Kayla de démissionner pour s'occuper à temps plein de leur petite fille. 2 ans plus tard, Kayla est à nouveau enceinte et accouche d'un petit garçon. À ce moment-là, Mitch avait ce dont tout le monde rêve. Une femme aimante, un bon salaire et lorsqu'il rentrait à la maison, il retrouvait ses enfants qu'il aimait par-dessus tout et avec qui il partageait un repas tous les soirs et jouait à des jeux de société avant d'aller au lit. Donc tout baigne dans le meilleur des mondes. Et pourtant, Mitch ne le sait pas encore, mais une simple lampe s'apprête à faire basculer sa vie entière et le plonger dans un véritable cauchemar. Un soir, alors que Mitch regarde la télé, il remarque quelque chose d'étrange dans le coin de la pièce. Il scanne rapidement son salon et constate que sa lampe est floue et que la lumière qu'elle produit est étonnamment forte. C'est d'autant plus intriguant que le reste de son salon est complètement nette. Mais pourtant, il regarde encore et effectivement, la lampe de son salon est floue. Il n'arrive pas à la distinguer correctement. Il décide d'éteindre la télé et de s'approcher de l'objet et il comprend pas, même à quelques centimètres, la lampe lui paraît floue. Première pensée qui lui vient en tête à ce moment, c'est qu'il est en train de faire un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme. Ce qui est d'autant plus bizarre puisque Mitch est en parfaite santé et ne se sent pas spécialement mal. Et en plus, il a même une excellente vision. Mitch rallume la télé en essayant de faire abstraction de la lampe, mais ne peut pas s'empêcher de la regarder à nouveau et là, non seulement celle-ci est floue, mais en plus, elle est à l'envers. Sa femme et ses enfants rentrent alors à la maison à ce moment-là, et bien sûr Mitch décide de ne rien dire à personne. Comme à son habitude, la famille partage un repas, joue à des jeux de société, et tout le monde monte pour aller se coucher. Mitch est donc dans son lit en pleine nuit, mais impossible pour lui de trouver le sommeil. Il décide donc de redescendre au salon, et pendant plusieurs heures, il va simplement s'asseoir sur son canapé et regarder cette lampe devenir de plus en plus floue et de faire des rotations bizarres dans l'espace. Le lendemain matin, c'est sa femme qui le réveille en le retrouvant endormi sur le canapé et bien sûr Mitch ne lui dit absolument rien par rapport à cette lampe qu'il est apparemment le seul à voir flou. Néanmoins, il sait que c'est pas normal et il décide de ne pas aller au travail cette journée-là, sauf qu'en fait, Mitch n'ira pas au travail pendant 3 jours. En effet, pendant 3 jours, Mitch va rester sur son canapé à fixer cette lampe et son comportement commence fortement à alarmer sa femme, à qui Mitch n'a d'ailleurs toujours rien dit. Et vous allez voir que ça va juste devenir de pire en pire. Les prochains jours, Mitch reste cloîtré dans son salon à observer cette lampe rouge qui devient de plus en plus floue, mais aussi de plus en plus grande. Un jour, alors que Kayla lui demande d'aller voir un médecin, Mitch se rend compte qu'il est incapable de lui répondre. Il est complètement paralysé. Sa femme s'empresse alors d'appeler les urgences afin que Mitch puisse être pris en charge et à ce même moment, la lampe commence à grossir. Il la voit prendre une proportion énorme jusqu'à ce qu'en fait elle fasse littéralement la taille de la pièce et que sa lumière ne l'éblouisse tellement qu'il doit fermer les yeux. Il entend alors un énorme son sourd accompagné d'une forte lumière et en ouvrant les yeux, Mitch se retrouve par terre sur la pelouse d'un terrain de football
à l'université de Louisiane. Mitch ne comprend absolument pas ce qu'il est en train de foutre ici et n'a même pas le temps de se lever qu'un policier s'approche de lui et le transporte à l'arrière de sa voiture. Mitch demande alors au policier où sont sa femme et ses enfants, ce à quoi le policier lui répond qu'il n'en a aucune idée. Il lui demande ce qu'il faisait sur le terrain, par terre, et le policier lui explique qu'il a en fait été violemment frappé à la tête lors d'un match de football américain et qu'il a été plongé dans un état d'inconscience pendant plusieurs minutes. Et c'est alors que Mitch comprend l'effroyable réalité. Les 10 dernières années de sa vie, sa femme et ses enfants n'ont jamais existé. Son cerveau a créé de toutes pièces cette hallucination qui pour lui a paru durer une dizaine d'années, alors qu'en fait c'était que quelques minutes dans le vrai monde. Au final, Mitch s'en remettra physiquement à 100%, mais sombrera dans une très grosse dépression, puisque pour lui, ça a été l'équivalent d'un deuil, puisqu'il a concrètement perdu sa femme et ses enfants qui n'ont jamais existé à part pour lui. Aujourd'hui, Mitch ne se rappelle quasiment plus de sa famille imaginaire, mais il dit pouvoir entendre ou apercevoir dans ses rêves ses enfants de temps en temps. Incroyable histoire, je trouve que le retournement de situation, il est juste dingue à la fin. De toute façon, je vous l'avais dit que vous me croirez pas. Le plus ouf, c'est de se dire que dans sa tête, il s'est passé 10 ans, alors que dans notre monde à nous, en fait, c'est peut-être 5 ou 10 minutes le temps que les secours arrivent, et du coup, le cerveau humain est incroyable. Voilà. La prochaine histoire se déroule en 2007 et à cette époque, Brett est un jeune homme charmant de 26 ans vivant en Ontario au Canada. Il est connu comme étant quelqu'un de très sociable, très gentil et toujours très souriant. N'importe quel habitant au Canada en gros. Durant son temps libre, Brett ne fait pas comme nous. C'est-à-dire qu'il regarde pas la télé, il fait pas de sport ou il joue pas aux jeux vidéo. Non. Brett lui, il se rend dans les hôpitaux pour lire des histoires aux enfants malades et rejoint les centres communautaires de sa ville afin de devenir bénévole lorsqu'il y a des petits tournois de football ou de baseball. Et pourtant, derrière cette façade heureuse et épanouie, se cache, comme chez tout le monde à mon avis, un côté un peu plus triste et un peu plus sombre. Brett a dû retourner vivre chez ses parents après avoir abandonné ses études et accumulé 60 000 $ de dettes à cause de sa bourse d'études qui n'a pas les moyens de rembourser. Alors que tous ses amis finissent leurs études et commencent leur vie active, Brett doit trouver un petit job de peintre pas très bien payé afin de rembourser sa dette, mais ce n'est clairement pas assez pour lui. Ce que Brett veut, c'est pouvoir sortir de cette situation le plus rapidement possible, quitte à sortir du cadre légal. Il met alors en place un petit stratagème peu scrupuleux qui consiste à s'entourer la tête et le bras de bandages et de se rendre dans une banque avant de donner une petite note au guichet avec écrit dessus « J'ai une arme sous mon bras, donnez-moi 2000 $. La première fois qu'il le fait, la dame s'exécute et Brett ressort de la banque, monte dans sa voiture et se barre. Et les prochaines heures, il s'attend à voir la police débarquer devant sa porte, sauf qu'il y a personne. Et du coup, pendant les prochains mois, Brett va donc passer la majeure partie de son temps à planifier des vols de banque et au final, ce n'est pas moins d'une douzaine d'entre elles qu'il va braquer avec succès, sans jamais se faire attraper. Et vous allez voir que l'arrogance du mec ne s'arrête pas là, puisque non seulement son butin s'élève à plus de 30 000 $, mais en plus, Brett se sent si confiant dans son habilité à braquer sans se faire attraper qu'il commence à revêtir des déguisements très spéciaux en mettant une vieille barbe ridicule, et d'ailleurs les médias ne vont pas tarder à le surnommer le fake bearded bandit, qui se traduit du coup par le bandit à la fausse barbe. Faut savoir que Brett fout le seum à beaucoup de monde à ce moment-là, puisqu'il est vraiment nul à chier en termes de braqueur, et pourtant pour la police, c'est impossible de mettre la main sur lui, car Brett n'a pas de casier judiciaire et donc ses empreintes ne sont répertoriées nulle part dans les fichiers de la police. Malheureusement pour Brett, rien n'est éternel et il finit par se faire coffrer. Lors de son jugement, il avoue tous les braquages et explique qu'il s'est laissé dépasser par les événements et par le stress de devoir rembourser son prêt étudiant, et beaucoup des associations dans lesquelles il était bénévole ainsi que ses amis vont envoyer des lettres au juge pour lui expliquer tout le bien que Brett a fait autour de lui et que en gros c'est vraiment pas un mec violent ou mal intentionné, il a juste pas eu de chance ces derniers temps. Au vu de son comportement très calme et coopératif ainsi que des lettres reçues, Brett sera condamné à un peu moins de 4 ans de prison, ce qui n'est vraiment pas beaucoup considérant qu'il a quand même braqué une douzaine de banques. Et à sa sortie de prison, notre ami est complètement changé. Il trouve un petit travail dans une chaîne de magasins, il commence à rembourser son prêt, reprend ses études en parallèle et va même bientôt se marier. Tout semble rouler dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que Brett prenne une décision qui va malheureusement sceller son destin à tout jamais. Les études devenant trop dures pour lui, il décide d'abandonner l'école à nouveau sans rien dire à personne. Du coup,
chaque matin, il prépare son sac de cours et fait semblant de se rendre en classe alors qu'en fait, il va juste au travail. Il reçoit même une offre d'emploi dans une grande compagnie, ce qui va lui permettre de dire à sa famille qu'il a été engagé grâce à ses excellentes notes et forcément tout le monde est ravi pour lui et Brett se dit qu'il va enfin pouvoir reprendre une vie normale sans devoir mentir à sa femme et à ses parents. Petit problème, son passé le rattrape puisque son futur employeur, en découvrant que Brett était le Fate Bearded Bandit, décide de ne plus l'engager et du coup Brett se retrouve encore une fois à prendre la pire décision qui est de ne rien dire à personne et va donc faire semblant d'aller au travail dans cette grande compagnie chaque matin. Le problème c'est que Brett va se marier dans quelques mois et plus la date approche et plus il se demande comment il va pouvoir expliquer à sa future femme qu'il n'a absolument pas l'argent nécessaire pour payer le mariage alors qu'il est censé travailler à temps plein dans une super boîte. À court de solutions, Brett se rend chez sa mère et lui dit toute la vérité. Il lui demande aussi de ne rien dire à personne et surtout pas à sa compagne et de lui prêter une somme d'argent considérable histoire de pouvoir payer le mariage, sauf que sa mère elle refuse catégoriquement. Pour elle, il est hors de question que son fils vive dans le mensonge et elle finit même par lui dire que s'il n'avoue pas la supercherie à sa future femme, c'est elle qui va le faire. Brett ne s'attendait sûrement pas à cette réponse et pour lui, il est inconcevable que sa compagne soit au courant. Il décide donc que la meilleure solution pour se sortir de ce pétrin est tout simplement d'élaborer un plan pour assassiner sa mère. Étant donné que Brett a fait de la prison, il lui est impossible d'acheter une arme à feu. Par contre, il est légalement possible d'acheter une arbalète. Il la commande donc sur internet et après quelques vidéos pour en comprendre son fonctionnement, il décide de se rendre chez sa mère. Là-bas, il y pose l'arbalète et les flèches sur une étagère dans le garage et retourne chez lui. Il crée par la suite un dispositif lui permettant d'allumer et d'éteindre à distance des électroménagers de sa maison et enregistre des faux appels téléphoniques dans le but de simuler une présence chez lui lorsqu'il commettra son horrible meurtre et donc de fabriquer par la même occasion des alibis. Le jour J, Brett se prépare pour se rendre à son faux travail, monte dans sa voiture et attend que sa femme parte elle aussi de la maison pour faire un demi-tour et revenir chez lui. Il allume alors ses dispositifs qui lui permettront de créer ses alibis, puis se rend chez sa mère. En arrivant, celle-ci est tranquillement dans la cuisine et Brett tente une dernière fois de la faire changer d'avis en vain. La situation commence limite à s'envenimer et sa mère décide d'appeler Christopher, l'aîné de la famille, dans l'espoir qu'il puisse faire entendre raison à Brett et qu'il avoue la vérité à sa future femme. Fou de rage, Brett fonce dans le garage, sauf que changement de plan pour lui, puisque sa mère le suit aussi. Il est à côté de l'étagère, mais il sait pertinemment que le temps de charger l'arme, ça va lui prendre quelques secondes, et que sa mère, en voyant l'arbalète, prendra forcément la fuite immédiatement. Il décide donc de prendre discrètement l'une des flèches qu'il avait laissées sur l'étagère, et en se retournant, il la plante violemment dans le crâne de sa mère. Dans la panique, l'étagère s'effondre sur sa mère, l'écrasant par la même occasion, et Brett saisit alors l'opportunité pour lui enrouler la tête dans un sac poubelle et la tue par asphyxie. Il remet l'étagère en place, charge son arbalète et attend patiemment Christopher derrière la porte du garage. En arrivant, son frère se rend tout de suite compte qu'il n'y a personne à la maison et décide d'aller voir dans le garage. Brett sort alors discrètement de sa cachette et lui tire une flèche dans la nuque, ce qui va traverser sa gorge au complet et va tuer Christopher sur le coup. Il empile alors le corps de son frère sur celui de sa mère lorsqu'il entend une autre voiture se garer dans l'allée. C'est son autre frère, AJ, qui vient rendre une petite visite à l'improviste. Gros moment de stress pour Brett qui se rend compte que son plan est en train de tomber à l'eau. N'ayant pas le temps de recharger son arme, Brett fonce sur AJ avec une flèche et l'enfonce aussi directement dans la gorge de son frère. Au même moment, Lee, le plus jeune de la fratrie, entend des cris dans la rue et remarque depuis sa chambre, avec effroi, que son frère AJ est couché par terre, plein de sang, et que Brett est sur lui, le poignardant violemment avec une flèche. Il décide de descendre pour aller l'aider et Brett se jette alors sur son dernier frère qui réussit néanmoins à se défaire de l'emprise de Brett et à courir dans la rue pour aller chercher de l'aide. Brett, se rendant compte qu'il était finito et qu'il n'échapperait pas à la police cette fois-ci, s'assoit calmement sur les marches de l'escalier et attend l'arrivée des autorités. Au final, AJ décédera de ses blessures en essayant de ramper chez son voisin et Brett avouera tous ses crimes sans nier les faits. Il sera condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie et le plus jeune de la fratrie, Lee, est tombé en dépression et doit vivre quotidiennement avec un fort choc post-traumatique l'empêchant de sortir de chez lui et de reprendre
une vie normale. Pouah, incroyable encore une fois l'histoire, très longue mais vraiment très impactante je trouve. On peut vraiment voir la descente aux enfers de Brett et comment genre chaque mensonge va l'entraîner vers un autre mensonge et le tirer de plus en plus bas jusqu'à du coup commettre la pire chose possible qui est un meurtre. Mais en plus c'est celui de sa propre mère, ce que je peux juste pas concevoir. Genre comment est-ce que tu peux prendre la vie de celle qui te l'a donnée? Vachement poétique hein, quand même. Bon, la quatrième histoire, va falloir s'accrocher les frérots de la Vega parce qu'elle est ultra dense, mais qu'est-ce qu'elle est horrible. Et d'ailleurs, je précise qu'elle est aussi 100% vraie, comme chaque thread d'horreur que je raconte sur la chaîne. Mais là, je me dois vraiment de le redire parce qu'on va partir dans un certain délire. Tout commence avec William Hargrove. Il est actuellement en train de faire les 100 pas dans sa chambre. Il est tendu comme jamais puisqu'il s'apprête à faire l'une des choses les plus importantes de sa vie, demander sa copine en mariage. Pour bien comprendre la situation, il est dans sa petite chambre miteuse, il y a des fringues partout et le sol est jonché de papier et de sacs de fast-food. Autrement dit, c'est pas ce qu'on pourrait appeler l'endroit idéal pour ce genre de demande. Mais de notre côté, William n'a pas vraiment le choix de le faire maintenant, puisque sa petite amie s'apprête à prendre un avion dans quelques heures direction la Russie. William ne la connaît que depuis quelques semaines et pourtant il est déjà fou amoureux. Et il ne veut pas laisser sa chance lui filer entre les doigts. William, avant de rencontrer cette jeune femme, n'avait pas une vie très mouvementée. Il travaillait en tant que mécanicien et n'était pas très bien payé. Il n'a pas de passion particulière ni d'amis et galère financièrement à arrondir les fins de mois. D'ailleurs, la chambre dans laquelle il est, c'est son appartement. Il loue cette pièce à un couple qui possède la maison et c'est une espèce du coup de chambre étudiante. En fait, la seule chose qui l'animait avant sa rencontre avec cette jeune femme, c'était la science-fiction. Il adorait regarder des films avec des aliens et l'espace. Après ça, il se mettait à marcher dans la forêt en s'imaginant être le héros de ces films. C'est vrai que c'est un comportement un peu geek, mais William, il a quand même envie d'avoir une femme et des enfants et s'était donc inscrit sur un site de rencontres internationales où il avait rencontré Anna, une jeune russe qu'il a invitée aux États-Unis afin de faire plus ample connaissance et avec qui ça a tout de suite cliqué. Et donc pour lui, cette demande en mariage, c'était vraiment l'occasion rêvée de pouvoir fonder une famille et de s'installer avec Anna. D'ailleurs, Anna de son côté croyait dur comme fer en l'âme sœur et pour elle, que William lui demande de venir la voir aux États-Unis, c'était ni plus ni moins qu'un signe qu'elle allait trouver sa moitié si elle s'y rendait et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pour en revenir à notre histoire, William regarde à présent Anna qui lit tranquillement un livre sur le lit et se décide finalement à se mettre à genoux. Il sort alors une bague de la boîte, il l'ouvre et il y a une magnifique bague en émeraude à l'intérieur et il demande à Anna s'il veut l'épouser. Ce à quoi elle répondra d'une voix tremblante « Oui, oui William, je le veux. Tu as ton genou dans un Big Mac de 3 jours, mais je le veux quand même. » Les deux tourtereaux sont aux anges et lorsque Anna atterrit en Russie, cette même journée, elle n'attend pas une seule seconde pour faire ses affaires et 2 mois plus tard, son avion atterrit à nouveau aux États-Unis où elle a comme projet de s'installer avec William. Bon, j'espère que cette partie de l'histoire vous aura plu puisque c'était vraiment la dernière bonne nouvelle du thread. À partir du moment où William vient la chercher à l'aéroport, ça va juste aller de pire en pire. Déjà, lorsqu'ils arrivent chez William, une femme du nom de Michelle Chavez les attend de pied ferme devant la porte. Michelle est tout simplement la propriétaire avec son mari de la maison dans laquelle William réside et elle n'est pas contente du tout. Elle tire William par le bras et l'emmène dans la maison pendant que Anna monte ses affaires dans la chambre. Elle entend pas bien ce que Michelle dit à William, par contre elle l'entend lui crier dessus de façon très violente. Quelques minutes plus tard, William remonte dans la chambre, l'air complètement dépité et dit à Anna « Michelle nous met à la porte, on doit s'en aller. » C'est un putain de coup de massue pour les deux, surtout que Anna vient de faire littéralement le tour du monde pour se rendre aux États-Unis, tout ça pour être mise à la porte dès la première journée. William avoue aussi à Anna que Michelle les a sûrement foutus à la porte à cause de ses sentiments pour lui. En effet, bien qu'elle soit mariée, Michelle avait déjà avoué ses sentiments à William, mais l'histoire n'est jamais allée plus loin. Et voyant qu'il allait emménager avec Anna, Michelle n'a pas pu le supporter et a préféré les mettre à la porte. Quelques jours plus tard, Anna et William s'installent dans leur nouvel appartement et tout semble s'être arrangé. Ils préparent leur mariage avec impatience, mais pour une raison qui lui échappe, William n'a pas l'air aussi investi qu'au début. Il est souvent absent et passe de longues heures dehors au téléphone. D'ailleurs, le jour de leur mariage, William annonce à Anna que l'homme censé officialiser leur union n'est plus disponible et qu'il faut donc annuler la cérémonie. Et les jours qui suivent, William il est vraiment de plus en plus bizarre. Et un jour, il demande même à Anna de la suivre dans une forêt
pour discuter. Et ce dont William veut discuter, c'est un divorce. Il lui explique qu'il ne se sent plus prêt à la marier, et c'est plus où il en est sentimentalement parlant, et décide de rompre avec elle. C'est une nouvelle qui va tellement attrister Anna qu'elle décide de simplement lui tourner le dos et de partir toute seule en forêt. Et William, lui, il préfère la laisser seule et rentrer chez lui. Le lendemain matin, la première chose que William fait en se réveillant, c'est d'envoyer un message à Anna pour s'excuser. Il est couché dans son lit, regardant le plafond et se sentant terriblement mal d'avoir laissé partir la femme de sa vie. Il lui renverra d'autres messages cette même journée, sauf que Anna ne lui répondra pas. Il se lève alors de son lit et décide de la reconquérir. Et pour cela, il doit trouver un plan de génie. Il fait des va-et-vient dans sa cour en fumant clope sur clope jusqu'à ce qu'il trouve l'idée du siècle. William va tenter de faire ce que tous ses héros préférés font dans les films qu'il regarde. Il va remonter le temps et récupérer sa dulcinée. Oui, je sais, cherchez pas, vous allez voir la suite. Il se met alors devant son ordinateur, il enchaîne les clopes et les Red Bull et il cherche absolument tout ce qu'il peut trouver comme information concernant la fabrication d'une machine à voyager dans le temps. Après 48 heures sans lever les yeux de ses écrans et ayant dessiné des dizaines de croquis de machines à voyager dans le temps, William se rend à l'évidence. Il n'a ni les moyens financiers, ni les connaissances nécessaires pour fabriquer ce type d'engin, et c'est alors qu'une nouvelle idée lui vient en tête. À la place de se fier à la science, il va tenter d'utiliser de la magie. Frère, il se remet alors devant son ordi et cherche absolument tout ce qu'il y a à trouver sur des sorts de magie pouvant annuler des événements et récupérer Anna. Il va aller jusqu'à communiquer avec des inconnus par WhatsApp qui lui promettent de l'aider dans sa quête de magie en échange que William leur donne son âme. Comme vous pouvez le voir, notre ami est complètement en train de péter les plombs. Et ses recherches vont heureusement être brutalement arrêtées par quelqu'un qui toque à la porte. Devant lui se tiennent deux officiers qui lui expliquent qu'ils ont quelques questions à lui poser et lui demandent de venir avec eux au poste de police. Une fois là-bas, l'un des deux officiers demande à William s'il a récemment mangé à KFC. Bon, je suis presque sûr que vous êtes complètement perdu et c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Vous allez très vite trouver les réponses à vos questions dans un petit instant. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter quelques années en arrière, puisque William ne nous avait en réalité pas tout raconté par rapport à sa relation avec Michelle. En effet, il nous avait expliqué que celle-ci avait un crush sur lui, mais ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est que lui aussi, et que pendant 1 an, Michelle et lui couchaient ensemble et avaient même pour projet de se mettre en couple lorsque Michelle aurait quitté son mari. Pour prouver à William qu'elle était sincère, elle lui a même donné sa bague de fiançailles, une magnifique bague en émeraude. Vous commencez donc à comprendre à mon avis. Michelle n'ayant toujours pas quitté son mari après 1 an, William a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre et de faire venir Anna aux États-Unis, et en voyant que tout se passait super bien, il a carrément décidé de la demander en mariage avec la bague de Michelle qu'elle lui avait donnée 1 an plus tôt. Forcément, en voyant la bague à son doigt, Michelle a pété un câble et les a foutus dehors. Mais il reste tout de même un flou dans cette histoire. Quel est le rapport avec le KFC et pourquoi William s'est-il retrouvé au poste de police? Pour comprendre cette partie, il va falloir s'accrocher. Et il va falloir surtout remonter au moment où William il a quitté Anna. Après qu'elle se soit enfuie dans la forêt, William est retourné à sa voiture, a ouvert le coffre et y a récupéré un objet. Il a ensuite suivi les traces de Anna avant de la retrouver les yeux levés vers le ciel et en pleurs. Il a alors levé l'objet qu'il avait dans la main et l'a posé contre son dos. Ce que William a dans ses mains, c'est un fusil. Il lui tire alors une balle dans le dos qu'il a tue sur le coup. Il récupère ensuite des restes de nourriture KFC qu'il avait laissé dans sa voiture et l'éparpille un peu partout sur elle pour cacher le corps comme il peut. Puis il s'en va. Le problème, c'est que le lendemain matin, le corps a été retrouvé par un randonneur, et un détail qui n'a pas échappé à la police, c'est que William avait payé le repas, et c'est donc son nom qui était écrit sur le ticket de caisse. Plus tard, William expliquera que les messages qu'il a envoyés à Anna le lendemain étaient en fait là pour brouiller les pistes, mais en se rendant compte qu'elle ne reviendrait jamais, il a vraiment essayé de remonter le temps pour annuler son meurtre et se remettre avec elle. Aujourd'hui, William est en prison à vie, et je pense qu'il y restera jusqu'à la fin de ses jours malgré les sorts de magie. Vous voyez, quand je vous ai dit que l'histoire elle allait prendre vraiment des schémas bizarres, j'ai pas déconné hein. Bon, j'aurais bien débrief sur l'histoire pendant 2 heures, mais là en vrai la vidéo va durer 3 jours, donc on va plutôt s'attarder sur la dernière histoire, et celle-ci est très différente des autres dans le sens où on va toucher à des trucs beaucoup plus gore et beaucoup plus choquants. La dernière histoire se déroule en 1920
et commence en fin de journée avec un certain Jacob Franks. À cette époque, Jacob était un homme d'affaires à succès, ayant réussi à amasser une fortune colossale qui, si elle devait se calculer à notre époque, équivaudrait à environ 70 millions d'euros. Il avait d'abord créé une société d'investissement avant d'être nommé patron de la Rockford Watch Factory, et cette journée-là, Jacob rentre chez lui dans sa superbe maison pour y retrouver sa femme Flora et ses 3 enfants. C'est a priori une journée tout à fait normale pour tout le monde, et pourtant, vous allez voir que celle-ci va prendre une tournure très particulière, voire terrifiante. Lorsqu'il arrive chez lui, sa femme lui explique qu'elle est inquiète que Bobby ne soit toujours pas rentré. Bobby, c'est leur jeune enfant de 14 ans qui avait école cette journée-là et qui aurait dû être rentré depuis bien longtemps. À vrai dire, cette situation ne stresse pas trop Jacob qui connaît très bien son fils et qui sait que Bobby est constamment en retard lorsqu'il s'agit de revenir à l'heure à la maison. Et donc c'est pas du tout la première fois que ça arrive. Son grand frère qui entre dans la pièce à ce moment-là suggère à son père d'aller voir de l'autre côté de la rue chez Richard, un de ses amis et voisins avec qui il jouait souvent au tennis. Faut comprendre qu'à ce moment-là de l'histoire, rien ne tend à dire que Bobby soit en quelconque danger, déjà parce qu'il a souvent l'habitude d'arriver en retard, mais surtout parce qu'ils vivent dans le quartier le mieux famé de Chicago, voire même des États-Unis à cette époque. La ville est uniquement habitée par des multimillionnaires et tout le monde se connaît. Du coup, il n'y a aucune criminalité. Malheureusement, Jacob ne trouve personne chez Richard, son voisin, et en revenant, il trouve sa femme encore plus inquiète qu'au départ. Elle vient d'apprendre que Bobby a arbitré un match de baseball après l'école et qu'il a été vu sur le chemin de sa maison à 17 h, ce qui est un très gros problème, puisque son école n'est qu'à 3 pâtés de maison et qu'il est actuellement 18h30. Autrement dit, Bobby a plus d'1 heure de retard et est complètement introuvable. Jacob appelle alors un de ses amis sénateurs et décide de se rendre à l'école de Bobby pour espérer le retrouver ou au moins trouver des indices. Sauf qu'en arrivant là-bas, grosse douche froide. L'école est fermée, les lumières sont éteintes et il n'y a plus personne sur le terrain de baseball. Jacob se dit que Bobby a sûrement dû rentrer dans l'établissement au moment où les portes se sont fermées et qu'il y est resté coincé. Il décide donc de s'introduire par une fenêtre ouverte et de fouiller toute l'école en vain. Bobby est absolument introuvable. Et vous allez voir que ça ne va pas aller en s'arrangeant puisqu'en rentrant à la maison, Jacob retrouve sa femme par terre, inconsciente, le téléphone dans la main. Il la secoue pour la réveiller et celle-ci se met à hurler d'hystérie avant d'expliquer à Jacob qu'un homme a appelé peu après son départ pour lui expliquer que Bobby a été kidnappé et qu'il est retenu prisonnier. Une demande de rançon a aussi été effectuée et la police ne doit pas être mise au courant sous peine de faire du mal à leur enfant. C'est une situation qui est juste atroce à vivre et franchement personne ne sait quoi faire. Est-ce qu'il faut contacter la police et demander leur aide ou les écouter pour ne pas blesser leur enfant? Les deux parents sont complètement dépassés par les événements et c'est son ami sénateur qui décide alors de faire jouer ses relations et de demander à la personne la plus haut gradée de la police de démarrer une enquête dans la plus grande des discrétions afin de ne pas éveiller les soupçons. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 2 semaines en arrière alors qu'un nommé Morton arrive tout fraîchement en ville. D'emblée, c'est un mec bizarre. Il s'installe dans un hôtel et demande à la réception de garder son courrier et chaque jour il vient le récupérer mais ne se rend jamais dans sa chambre d'hôtel. D'ailleurs ça devient tellement bizarre qu'une femme de ménage qui avait remarqué que son lit était jamais défait décide de fouiller dans ses valises avant de se rendre compte qu'il n'y avait absolument aucun vêtement et aucun produit d'hygiène. Il y avait juste des papiers et des livres. Après ça, Morton ne se rendra plus jamais dans cet hôtel et va même se barrer sans payer ses nuits. Et tout ça avant de se rendre dans une agence de location et d'y louer une Willys Knight, une voiture ultra prestigieuse pour l'époque, et avec cette voiture, il va chercher un de ses amis nommé Louis et se rendre dans le quartier ultra bourgeois où vivait Jacob. Et c'est d'ailleurs sur cette rue qu'il y croise un jeune garçon qui marche tout seul en rentrant de l'école, et vous l'aurez sûrement deviné, cet enfant, c'est Bobby. Louis, qui vivait non loin de l'école, le reconnaît et dit à Morton que c'est un joueur de tennis très prometteur et lui demande de s'arrêter pour lui poser une question sur une raquette de tennis. Bobby et Louis sont passionnés par ce sujet et l'homme lui propose même de le ramener chez lui afin de pouvoir finir leur discussion sur les raquettes. Et alors que Morton s'approche doucement de chez Jacob, Louis sort un pied de biche de sous son siège et l'enfonce dans le crâne de Bobby. Il le frappe à multiples reprises, ce qui le fait tomber au sol, mais ne le tue pas. Bobby hurle de douleur et Louis sort alors un couteau de sa poche, lui met une main devant la bouche pour atténuer ses pleurs et lui enfonce le couteau dans la gorge puis le laisse se vider de son sang sur la banquette arrière. Bobby décède alors peu de temps après. Le plus terrifiant, c'est que Morton n'est absolument pas choqué de ce qui vient de se passer puisque tout était prévu depuis le début. Les deux hommes entament alors un voyage vers l'Indiana où ils se rendent dans une forêt isolée du reste de la ville
afin d'y trouver un tuyau de drainage situé sous les rails d'un train. Et c'est ici qu'ils vont jeter le cadavre de Bobby. Cette nuit-là, ils écrivent la lettre de rançon qui sera envoyée à Jacob, nettoient l'intérieur de la voiture, histoire d'y effacer toutes les traces de sang, et le lendemain matin, ils rendent la voiture et attendent tout simplement l'argent de la rançon. Petit problème pour eux, le corps de Bobby a été retrouvé le matin même, et donc aucun moyen qu'ils reçoivent l'argent de Jacob. Les deux hommes décident donc de continuer leur vie comme si de rien n'était. Sauf que ce que Marton ne savait pas, c'est qu'à côté du corps de Bobby, donc dans le tuyau de drainage, il avait fait tomber ses lunettes, qui sur le coup en fait étaient tombées et restaient à côté du corps du jeune garçon. Et il faut savoir que les lunettes de Marton sont très spéciales. En effet, elles sont tellement uniques qu'il n'existe qu'un seul endroit dans le monde où l'on peut s'en procurer, et cet endroit, devinez où c'est? La partie la plus riche de Chicago, autrement dit, là où Bobby habitait. En se rendant dans ce fameux magasin, le vendeur trouve directement à qui appartiennent ces lunettes et Louis et Marton sont arrêtés peu de temps après. Certes, le crime est violent, atroce et horrible, mais le plus flippant dans cette histoire, c'est que Louis et Marton ne sont même pas leur vraie identité. En réalité, il s'agit de jeunes enfants de riches qui n'avaient même pas la vingtaine. Et une dernière question peut d'ailleurs se poser, pourquoi est-ce que Bobby est monté si facilement dans la voiture de Louis et Marton cette journée-là? Et comment Louis savait-il que Bobby était doué pour le tennis? Eh bien tout simplement, puisqu'en fait, le nom de Louis, c'est Richard, le voisin avec qui Bobby jouait quotidiennement au tennis et chez qui Jacob s'est rendu au début de l'histoire. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des histoires à me raconter, je réponds à tout le monde sur Insta. Et du coup, ça nous permet aussi de garder contact étant donné que je poste une vidéo environ tous les siècles. En attendant la prochaine, prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao. Tout commence le 6 mars 1946 dans une petite banlieue rurale du Brésil nommée Araçariguama. Pouah, ta mère la... Ah, ben c'est impossible de prononcer ça. Araçariguama. Tout commence le 6 mars 1946 dans une petite banlieue rurale du Brésil nommée Araçariguama. Oh merde. Tout commence le 6 mars 1946 dans une petite banlieue rurale du Brésil nommée Araçariguama. C'est pas un nom ça, c'est pas un nom. Je peux pas vite. Tout commence le 6 mars... Putain ta mère. Tout commence le 6 mars 1946 dans une petite banlieue rurale du Brésil nommée Araçariguama. Putain de merde.